Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller chez tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? L'émission qui est censée te faire découvrir ce que tu aimerais faire plus tard, mais aussi surtout ce que tu n'aimerais pas. Dans cet épisode, on va vous parler de licence économie de gestion, et pour ça je suis très bien accompagné puisque je suis avec pour la première fois une personne jeune qui a réalisé le nouveau bac, fini l'AL, l'AES ou l'AS. Aujourd'hui on parle d'options, et pourquoi je me sens si vieux, je me le demande. Il n'a pas fait DUT Tech de communication comme la plupart de sa filière de bac, et ça le rend déjà unique. Et c'est aussi un homme de lettres puisqu'il est également au conservatoire d'art dramatique à s'amuser avec l'être ou ne pas être, mais pour le coup, c'est bien Hugo Legrand. Salut Hugo. Bonjour Clément. Ça va ? J'adore, très belle présentation, plein d'humour, c'est tout ce qu'on aime. Merci, j'ai beaucoup bossé ce matin à 7h du sbar, juste pour te la faire. Alors, dans cette émission, on va vous parler de ton parcours, notamment de qu'est-ce que c'est une licence d'économie et de gestion, de ta tentative au concours de conservatoires nationaux, de théâtre, mais aussi sur le nouveau bac, puisqu'on l'a jamais vraiment fait ici, on en a un peu parlé, mais on était tous un peu largués. Donc tout ça, on va l'expliquer. Alors j'ai fait ta petite présentation rapidement, mais évidemment les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, et quoi de mieux que de monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître. Oui, un ascenseur, endroit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation. Il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce? Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? C'est une heure de ça. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Je m'appelle Élévation 2000. Eh ben vous êtes claustrophobe? Non, c'est l'altitude. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami de Mickey. Alors je sais pas si tu connais le pitch elevator, le concept du pitch elevator. Est-ce que ça te parle? Alors, en gros le pitch elevator, on te l'apprend des fois dans des écoles un peu guindé, où en gros on te dit que tu rentres dans un ascenseur, il y a ton boss à l'intérieur de l'ascenseur, et le temps qu'il monte dans son bureau, t'es avec lui et tu dois lui pitcher une idée pour qu'il soit convaincu le temps de la montée de l'ascenseur. Ouais, ok. Donc là c'est à peu près pareil, sauf que moi je vais te poser des questions, sur toi ou pas, et tu vas devoir y répondre le plus rapidement possible en 1 minute. Ok. Ok. Ça marche. Alors, pour ça, je joue un rôle de composition, puisque je suis Bernabé, celui qui est ouvreur d'ascenseur, et qui va te poser les questions. Est-ce que tu es... Très beau métier, ça. Ouvreur d'ascenseur. Très beau métier. Qui a de l'avenir, j'en suis sûr. Ouais. Je prends ma voix de majordome, je t'ouvre la porte du monte-charge. Bienvenue monsieur dans votre ascenseur de présentation, je suis Bernabé, et c'est moi qui vais vous poser les questions. Prêt ? C'est parti. Nom de famille. Legrand. Prénom. Hugo. Âge. 19. Matière préférée au collège ou au lycée. L'histoire. 8 x 7. 56. Ta passion actuelle. Le théâtre. C'est l'histoire d'un tétard qui pensait qu'il était tôt mais en fait il était... Tard. Ton artiste du moment. Ouf. Chanteur. Ou tout confondu. Tout ce que tu veux. Oh là là. Artiste du moment. Tu me dis si on va passe. lâcher quelque chose. Riles. Ok. Ouais. Ta princesse Disney préférée. Vaiana. Ton endroit préféré. Florence en Italie. La couleur du canapé derrière toi. On est sur un beige marron. Est-ce que t'as triché pendant tes derniers examens? Alors, pas tous, mais il y en a un, il se peut que j'ai triché, oui. Honteux. Ta note au bac? 14,1 pour être précis. C'est beau. Eh ben voilà, je crois que j'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur, monsieur. Je vous en prie, rentrez dans la pièce et merci d'avoir choisi la compagnie Qu'est-ce que tu vas faire pour votre voyage. Alors bon bah voilà, on est passé. Ça s'est bien passé ce petit jeu. Ça va. T'as un peu paniqué sur l'artiste du moment. Est-ce que t'en avais d'autres à part Riles? Franchement, j'avoue que ça c'est le genre de question que je me pose pas trop, parce que comme vraiment j'écoute de tout et de toutes les générations, pour moi du moment...
Ouais, bah Riles, c'est le premier qui est venu, là, comme ça, en me focalisant sur la musique. Mais... Ok. Bon, alors, on est descendu de l'ascenseur, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt, on rentre au centre de formation. En formation tortue. Formation tortue. Hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. Moi, tu me parles pas d'âge. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Oui, bravo, Serpentard, cependant. Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé, et toi, pour le coup, ce n'était pas pour mettre des triplés, mais pour devenir, justement, pour devenir quoi? C'est justement ça dont on va parler, de ta formation. Pour commencer, toi, t'as fait quoi comme bac? Alors, nous, ma référence, c'est bac ES quand tu m'en as parlé, mais qu'est-ce que c'est exactement ton bac? Est-ce que tu veux en parler? Alors, donc du coup, moi, je suis en 2003, donc je suis la première année qui a eu le droit à la réforme. La chance. Du bac. Alors, bon, je tiens à dire avant toute chose qu'on était quand même la deuxième année de Covid, donc j'ai pas eu à passer toutes les épreuves, mais je vais essayer d'en parler du mieux que je peux. Donc, le nouveau bac, comment ça se passe? On choisit plus du coup une filière, SES ou littéraire, mais bien 3 options en première, puis on en lâche une en terminale. Donc moi, mes 3 options en première, c'était mathématiques, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et économie sociale. Ouais. J'ai lâché la spécialité maths en première et en terminale, j'ai pris l'option maths complémentaire. Ok. En fait, tu pouvais lâcher des matières comme ça, comme tu voulais. Alors t'es obligé à la fin de la première de lâcher une spécialité et d'en garder 2. Ok. Alors, ça c'est obligatoire. Et du coup, t'as, si je dis pas de bêtises, en première, tu passes comme épreuve le français, je crois que c'était toujours le cas avant, ça, plus la spécialité du coup que tu abandonnes, et après en terminale, tu passes tout le reste. Ok, voilà. D'accord. Et donc toi, ce qui est marrant, c'est que t'as lâché les maths en première, c'est ça? Ouais. Et t'as repris maths spé en terminale. Alors, du coup, c'est pas maths spé, c'est maths complémentaire, maths c'est une option. En gros, je dirais, cette option, c'est un peu... comment dire, c'est un peu la bouée de sauvetage quand t'aimes pas trop les maths, parce que aujourd'hui, la réalité, en tout cas moi, dans mon domaine économique, je sais que si j'avais pas pris au moins cette option maths là, j'aurais probablement pas eu la licence sur Parcoursup, parce que les maths sont extrêmement demandées. Ouais. Voilà. Mais après... Il fallait assurer le coup, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Mais comme c'est pas ce qui me passionne le plus, et c'est pas là où je suis le meilleur, j'ai préféré garder ce que j'avais à côté. Mais alors, qu'est-ce qui te passionne le plus Donc, au lycée, ouais. Bah, c'était vraiment, moi, mon option économie sociale, que j'avais vraiment aimé. Moi, je dis toujours que le prof joue énormément dans une matière. Ouais. Mais là, cette matière-là, justement, j'ai eu des profs que je dirais un peu contestables sur certains points, et pourtant, j'ai trouvé ça super intéressant, je me suis trouvé bon dedans et j'ai aimé travailler ça. Donc je me suis dit, sur Parcoursup, bah pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas continuer en économie sociale? Donc du coup, maintenant, éco-gestion. Puis voilà, quoi. Ok. Et pourquoi t'as choisi de partir en économie? C'était en seconde que t'as choisi ça, j'imagine? Ouais. Ouais. En seconde. Pourquoi t'es pas parti, par exemple, sur un bac plutôt littéraire? T'avais déjà cette envie de travailler là-dessus, sur l'économie et la gestion? Alors, pas du tout. Honnêtement, c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu travailles en amont, en fait, du tout. Mais c'est juste que moi, j'avais un peu peur de tout ce qui est littéraire, prendre philosophie... Enfin, c'est pas quelque chose comme ça, enfin, je pense avoir eu raison, parce qu'en terminale, c'est pas quelque chose qui m'a plus passionné que ça. Ouais. Et j'avais du mal à m'imaginer dans un métier ou même voir les débouchés, en fait, qui m'intéresseraient. Donc, j'ai préféré prendre économie. Alors là, je sais qu'en vrai, au moins, il y a des choses à faire après. Ouais, voilà. Ok. Et t'étais quel genre d'élève, tu vois, du collège, enfin même du primaire jusqu'au lycée? On te considérait comment? Honnêtement, j'ai eu de très très bonnes moyennes au collège. Aux alentours, j'avais 16-17, quoi. Donc vraiment un bon élève au collège. Au lycée, bon, ça a un peu baissé, mais je suppose que c'est normal avec la difficulté. Mais je pense que j'ai toujours été, en tout cas jusqu'au lycée, un élève... pas exemplaire, mais un bon élève, quoi. Ouais. Qui s'investissait, en tout cas qui donnait ce qu'il fallait donner. Et puis surtout qui était heureux de venir au lycée, c'est déjà pas mal.
C'est déjà beaucoup. Ouais. Et justement, t'avais envie d'apprendre pour être heureux au lycée? Comment tu peux expliquer ça? C'est un tout, c'est le fait, moi c'est pour ça que la période Covid, ça m'a quand même pas mal affecté, parce que c'est le fait de revoir, de partager des moments avec déjà ses potes, surtout. Ouais. Mais en plus, moi, je trouvais la plupart des cours assez intéressants, j'étais heureux d'apprendre et de travailler ça. Bon, c'est pas le cas pour tous les cours, mais en tout cas, tout ce qui va être histoire, économie, tout ça, c'est vraiment des cours où oui, j'y allais, j'étais heureux d'y aller. Et cette période Covid, elle a impacté sur ton apprentissage? Ah bah totalement. Ouais. Tu sens qu'il te manque des notions? Alors je le ressens pas encore tout de suite. Peut-être que ça viendra plus tard, mais c'est sûr que voilà, on va pas se le cacher, les cours en visio, ça a rien à voir avec un cours en présentiel. T'es pas aussi impliqué déjà? Ah non, mais clairement pas. En plus du social qui n'est plus présent. Disparaît complètement. Comment ça s'est passé le grand oral? Comment ça s'est passé le grand oral? Bah franchement très bien. Alors ça en plus c'est marrant parce que j'ai été interviewé. Mais non. Par France 2, si je dis pas de bêtises. Donc je suis passé on va retrouver un extrait. Au journal. Je vais le foutre dans le podcast. Au journal télévisé de France 2. Je suis passé un soir avec une bande de potes à moi. Ces lycéens vont réviser une toute nouvelle épreuve du bac, le grand oral. Moi, pour le faire, je préfère me mettre debout parce que je suis plus à l'aise. Hugo se lance. Ça me met en condition. On y va? On y va, allez, c'est parti. Il a choisi la sociologie. Alors l'école parvient-elle à favoriser l'égalité des chances? On verra premièrement toutes les réformes qu'elle a mis en place pour y arriver, et puis les effets pervers qui en découlent. Bah moi, ça s'est bien passé. C'est vrai que c'est... Je pense, de mémoire, ce que je dois dire dans l'interview, c'est que pour la première fois, on est vraiment laissé à nous-mêmes. Mais voilà, on nous demande vraiment de choisir nos sujets, dans nos spécialités. C'est très libre, finalement. Et moi, ça me semblait très, très vague, avec pas énormément d'exigences. On a un timer à respecter, mais en gros, dans l'idée, tu choisis ton sujet et tu dis un petit peu n'importe quoi. Tu peux vraiment parler de tout, voilà, même de fast-food. Ça m'a fait rire tout à l'heure quand on a parlé, mais moi j'ai un de mes potes, son sujet c'était combien de claques faut donner à un poulet pour qu'il cuise en 1 heure, quoi. Un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Mais... Et c'est un sujet de physique. Voilà. C'est incroyable. Donc du coup c'est... Mais je voulais écouter ça en fait. Enfin ça fait peur pour certains parce que... Bah t'es pas cadré, quoi. Pour le coup, tu travailles tout seul et c'est à toi de faire un truc quali. Bon alors maintenant... Tu peux tomber sur des profs de spé qui vont te le faire réciter, qui vont donner des petits tips comme ça, des conseils pour les moins anglophones d'entre nous. Mais voilà, c'est un exercice, je pense, qui fait peur. Maintenant, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Franchement, voilà, il y a un petit peu d'angoisse avant de passer, surtout que ça, je trouve, c'est un peu mal foutu pour moi, mais t'as du coup 20 minutes de préparation, t'es censé arriver avec rien, tu n'as pas le droit de notes ou quoi. Ouais. T'as 20 minutes de préparation pour faire tes petites notes sur ta feuille et tout de brouillon, et pendant ces 20 minutes, t'écoutes l'autre passer devant le jury, en fait, qui est à côté de toi. Ça, je trouve ça super stressant. Ouais, bah parce que moi, aussi pour l'oral de français, dans mes souvenirs. En plus, je sais que la personne juste avant moi avait dead ça, hein, clairement. Elle était trop forte. Donc du coup, ça m'avait foutu la pression de me dire je passe après ça, quoi. Et grand oral, si je peux me permettre, là j'ai des petits conseils vas-y. à donner. Envoie les conseils parce que je pense, alors moi tu vois, visiblement c'est super bien passé pour toi, mais moi je me dis quelle galère parce que ceux qui ont, toi t'es assez à l'aise à l'oral du coup avec le théâtre etc. Mais ceux qui sont pas à l'aise et qui n'ont pas eu de cours justement sur l'oralité, quand on pense que c'est une des plus grandes discriminations de savoir bien parler, bah ça doit être galère pour beaucoup d'élèves. Donc est-ce que vas-y envoie les tips. Alors en vrai, c'est pas forcément des conseils oraux que je vais donner là, mais tes conseils à toi. Déjà, en termes de sujet, franchement, n'hésitez pas à vous éclater. Mais vraiment, quoi. Encore une fois, les choix sont super libres, donc je vous conseille pas de prendre quelque chose de trop loufoque non plus, mais n'hésitez pas à prendre quelque chose qui sort de l'ordinaire. La partie du programme, ou en tout cas une des parties du programme qui peut... faut toujours rattacher son sujet à une partie du programme, hein. De toute façon, c'est trop risqué selon moi de partir en complet freestyle, hein.
Mais du coup, n'hésitez pas à prendre quelque chose qui vous passionne. La partie du programme qui vous a le plus plu dans votre spécialité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en terminale encore. Moi, j'ai pris histoire, géographie, géopolitique, et c'est une spé qui est difficile. Donc il y a plein de gens que ça passionne pas forcément, qui sont là un petit peu en détresse, on va dire. Mais n'hésitez pas, même si c'est une partie du cours, vous prenez cette partie et vous trouvez un sujet derrière qui s'en rattache, mais quelque chose qui vous plaît vraiment. Voilà. Prenez pas le truc bateau, vraiment, je dis ça, moi je l'ai fait pour un de mes sujets, d'ailleurs c'est le sujet sur lequel j'ai été interrogé. Ah, pas de chance. En HGGSP, enfin pas de chance, ça s'est très bien passé, y a pas eu de souci, mais en HGGSP, en histoire, du coup, moi j'avais fait la place de l'homme dans le réchauffement climatique. C'est bateau de chez bateau. Le réchauffement climatique, aujourd'hui, ce sujet-là. Même si ça reste un sujet important, mais... C'est important et c'est intéressant, mais ce que je veux dire, c'est n'hésitez pas à vous démarquer. Franchement, déjà, c'est le premier truc. Ça vous marquez des points rien qu'en faisant ça, en proposant quelque chose de différent des autres. Donc n'hésitez pas, voilà, à bien bosser, même sur quelque chose qui sort un petit peu du programme, comme ça vous êtes sûr que vous allez vous démarquer. Ouais. Et le deuxième conseil que je donne, c'est quelque chose que j'ai fait, et moi ça a été ma manière de me démarquer, puisque je suis passé sur un sujet un petit peu que tout le monde, entre guillemets, peut faire, peut présenter. C'est au grand oral, en tout cas si ça n'a pas changé, vous allez avoir un jury composé de 2 professeurs, un d'une de vos spécialités. Normalement, vous n'êtes pas censé le connaître à l'avance. Plus un professeur qui n'a rien à voir. Ça peut être un prof d'art, un prof de sport, tout ça. Ok. Bon, si vous pouvez vous renseigner sur le prof de spécialité qu'il y a dans votre jury, hein, si vous avez... je dis 2 opposés, normalement c'est jamais ça, mais maths et philo, il est clair que si dans votre jury vous avez un prof de philo, vous n'allez pas tomber sur le sujet de maths. Hein. Bon, voilà. Du coup, même si tu le sais, pendant les 2 heures où tu poireautes devant la salle, ça te permet de te préparer psychologiquement à ça. Et moi, du coup, le gros conseil que je donne, c'est incluer au maximum le professeur annexe, entre guillemets, qui n'est pas de la spécialité. Parce que souvent, si je prends l'exemple du prof de sport, sans vouloir dire que les profs de sport sont incultes, mais ils vont pas avoir les notions que vous allez expliquer dans votre grand oral. Et du coup, vraiment, essayez de faire en sorte qu'il soit le moins perdu. Moi, ce que j'ai fait, pour ma part, c'est pendant mes 20 minutes de préparation, j'ai fait, c'est tout simple, hein, une frise chronologique sur mon brouillon, avec tous les événements que je détaillais. Je l'ai donné à la prof annexe et tout, que j'avais vu justement pendant l'oral de ma collègue, un petit peu, on va dire, les yeux dans le vide, quoi. Et ben je peux vous dire qu'elle m'a souri pendant 20 minutes, elle était à fond dedans. Elle était refaite, ouais. Et je pense que ça explique ma très bonne note. Ok. T'as eu combien ? J'ai eu 18. Oh là là, excusez-nous. Pardon, bon bah parfait. Donc toi tu pars en licence économie et gestion. Est-ce que c'est ton premier choix de Parcoursup ou est-ce que t'avais choisi autre chose avant ? Alors, sur Parcoursup, j'avais mis 2 types de formations. Donc, enfin 3 du coup. J'avais une formation en histoire géo, plusieurs formations en économie-gestion, plus ou moins on va dire abordables, enfin au vu de mon dossier et tout, et des licences plutôt qui vont être basées sur le cinéma et sur le théâtre du coup. Donc j'avais ces 3 types de licences, et est-ce que l'économie était ma majeure ? Je pense qu'après coup, j'aurais pas pris histoire, c'est sûr, mais j'ai longtemps hésité entre cinéma, donc cinéma audiovisuel, théâtre et économie, puisque de toute façon j'avais une réponse positive dans les 2. Ah, trop bien. Et ouais, ça j'ai pu choisir, et au final, ce qui m'a un peu décidé, c'est plus en termes de débouchés, encore une fois. C'est vrai qu'une licence en théâtre-cinéma, c'est vachement... Enfin, de toute façon, la licence en général, c'est large, purement théorique. Ouais. Donc du coup, comme moi, ce que j'aime, c'est jouer, c'est acter. J'avais peur d'être trop dans la théorie. Voilà, exactement. Okay. Et de m'embêter plus qu'autre chose, en fait. Ok. Alors c'est quoi tes matières actuellement ? Mais en première année, est-ce qu'il y a des choses qui changent en deuxième année ? Tu vois, est-ce que tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais directement là-dedans ? Ouais. Donc du coup, en licence, je pense que ça c'est pareil dans toutes les licences, l'année est divisée en 2 semestres. Donc le semestre 1 de L1, on va dire qu'il est plus axé sur des révisions. Bon, normalement, tout le monde est censé
avoir eu des maths en terminale plus la spécialité ES pour être ici, mais c'est vraiment des retours sur la spécialité, quoi. Si t'étais un minimum attentif et bon au lycée, on va dire que ça te pose pas trop de problèmes. Je crois t'as un peu de droit, introduction au droit, et de mémoire tu dois avoir eu une matière qui s'appelle économie quelque chose, enfin t'as déjà un approfondissement en économie, en gros. Mais c'est vraiment un premier semestre d'introduction, et après en S2, là tu passes, on va dire, t'attaques le dur. Donc du coup ce qui va rester, c'est les mathématiques, les statistiques. Ça c'est vraiment dominant, je tiens à mettre le cursus là-dessus. Si on part en économie, faut s'attendre à faire vraiment beaucoup de maths. Mais comment t'as géré ça du coup, toi qui es pas très fan de maths? Voilà, moi je le dis parce que j'ai été un petit peu surpris. Bien sûr, je m'attendais à avoir des mathématiques, mais plus axé sur l'économie. Alors que finalement, non, j'ai vraiment un cours de mathématiques pures et un cours de statistiques pures. Donc comment j'ai géré ça? Bah écoute, en travaillant, hein. Je crois que malheureusement il n'y a pas 36 solutions. C'est vrai que je suis pas fan maintenant, moi je dis toujours ça, si t'es attentif, que tu vas au CM, voilà, parce que ça c'est aussi un grand débat. Les cours magistraux, c'est aussi un grand débat. Mais si on est attentif et qu'on va au maximum de cours possible, je pense qu'en travaillant un minimum, ça se fait, quoi. Sans forcément viser les 18 et tout. Ça suffit. Tu sais s'il y a une année en particulier dans ton cursus où vraiment il y a un cap très gros, ou est-ce que tu penses que c'est le même niveau de difficulté, ça grandit petit à petit, mais des fois tu vois on te dit la première année de médecine elle est hardcore et puis après ça déroule un peu plus, on va pas dire que c'est facile parce que ça l'est pas, mais voilà. Alors je commence tout juste à le voir parce que du coup actuellement je suis au semestre 3, donc le premier semestre de ma licence 2. Et on m'a dit au début d'année que la licence 2 était souvent la plus compliquée. Pour la simple et bonne raison que la licence 1 c'est plus des révisions entre guillemets, ou même le S2 tu peux t'en sortir. Tu peux vraiment t'en sortir. Alors que la L2 tu vas avoir toute une année encore très théorique et très large, puisque la spécialisation se fait en L3. Donc tu fais encore plein de matières entre guillemets que tu choisirais pas l'an prochain. Et du coup, c'est vraiment une année où faut s'accrocher. Puis en plus, tes notes là commencent vraiment à compter, puisque si tu cherches une licence sélective en L3, faut viser le 14 de moyenne, quoi. On va en venir à la licence sélective. Est-ce que tu veux expliquer une matière, enfin plusieurs matières, le nom des matières dans ta L1 et ta L2? Tu parlais de maths, tu parlais d'économie. J'imagine qu'il y a des matières spécialisées dans l'économie. Je sais pas, économie des entreprises. Enfin bref, ça se trouve t'as un peu de droit aussi, droit des entreprises ou un truc comme ça. Est-ce que tu veux expliquer exactement ce que tu vois pendant ces 2 premières années déjà? Au semestre 1 de la L1, on a un cours d'introduction à l'économie qui est vachement général. Et à partir du semestre 2, on divise l'économie en 2 parties, qu'on appelle du coup la microéconomie et la macroéconomie. Donc pour faire le plus simple possible, la microéconomie, on va s'intéresser donc aux ménages, aux dépenses et aux consommations des ménages, des individus donc très très resserrés en fait comme analyse. Tandis que la macroéconomie, c'est l'inverse. On va plutôt étudier les grands agrégats, un petit peu l'économie des États. Donc là vachement plus large. Donc ça, j'en ai eu au S2, j'en ai encore au S3 de ces 2 matières. On dirait pas comme ça, mais c'est 2 matières extrêmement différentes. Enfin, moi, je trouve, surtout dans la manière d'aborder les choses. C'est une échelle différente. Oui, mais même moi, quand je vois surtout mes exercices, mes calculs qu'on me demande, je vais avoir des calculs beaucoup plus simples, par exemple en macroéconomie, alors que moi, j'aurais tendance à me dire l'inverse. J'aurais tendance à me dire l'État et tout, ça peut être vachement compliqué, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Alors qu'au final, je comprends assez facilement en fait cette matière et ce qu'elle implique, tandis que la microéconomie, même en partant du principe que du coup les individus sont rationnels, n'est-ce pas, alors qu'on ne l'est pas du tout dans la vraie vie, même en partant de ce postulat-là, c'est vrai qu'on arrive à des calculs d'équations qui sont extrêmement compliqués, et je trouve que c'est une matière beaucoup plus dure à aborder, et je dirais même la plus dure, que ce soit au S2 ou au S3. Je pense vraiment que s'il y a une matière qu'il faut travailler plus que les autres, c'est celle-là, parce que il y a un attendu qui est assez élevé, et si t'es
pas, comme moi, pas très bon en maths, c'est compliqué. Ok. Est-ce que tu as des stages à faire pendant ton cursus ? Alors je crois qu'il y a un stage imposé en L3 du coup, donc pour moi l'année prochaine. Sauf que c'est pas vrai pour toutes les licences en fait. Ouais. Moi par exemple je vise une licence en alternance, et du coup comme je serai à l'entreprise une semaine sur 2, j'aurai pas de stage à faire. C'est ça. Mais normalement en L3, si je dis pas de bêtises, sauf cursus en alternance, oui t'as un stage obligatoire. Ok. Je connais pas la durée du stage, mais... Justement, on parle de stage, on va parler de coup de ta future alternance. Donc toi, tu fais une L3 spécialisée. Est-ce que tu veux expliquer... Enfin, tu vas faire une L3 spécialisée. J'espère. On espère. On croise les doigts. Vers où tu veux aller là-dedans ? C'est là qu'il faut que je retrouve l'intitulé de la L3. C'est MCRC, Marketing Commercial et Relations Clients. De mémoire. Et du coup, donc là, on va vraiment se tourner sur du relationnel, quoi. Okay. Finalement, moi, ce que je préfère le plus. Et donc, après, un petit peu... en termes de débouchés, voilà, ce qu'on va demander, on va rentrer dans des métiers où, voilà, faut savoir gérer une équipe, faut savoir communiquer. Bien sûr, c'est important, communiquer aussi à l'étranger, tout ça. Et là, pour le coup, on est un peu... je vais dire que c'est vraiment la licence qui sort le plus de ce cursus, soit économie, soit gestion. Okay. Parce que souvent, les L3 qu'on va proposer, tu vas avoir la L3 gestion, tu vas te focaliser sur de la gestion, la L3 économie, tu vas te focaliser sur de l'économie. Et derrière, tu as les filières dites sélectives, donc MCRC, il y a Management International. Okay. Donc là, c'est un peu pareil, mais avec une dominance en tous les cours en anglais, tout ça, plus une LV2, bien sûr, qu'il faut maîtriser, tout simplement. Et après, il y a des trucs un peu plus poussés, que ce soit dans l'économie ou la gestion. Donc, t'as comptabilité, contrôle, audit, je crois, un truc comme ça. Okay. Donc, pour les fous de compta. Ouais, il y en a. Et oui. Et bon, je ne comprends pas, mais il y en a qui aiment ça. C'est leur droit. Voilà, il en faut. Et du coup, pourquoi ce choix d'alternance ? Pourquoi t'as décidé de faire de l'alternance plutôt qu'un stage ? Moi, j'ai ma petite réponse personnelle, mais toi, est-ce que tu... Parce que, comme j'ai dit, la licence c'est vachement théorique, et moi de base, je pense que je suis plus quelqu'un dans la pratique, quelqu'un qui a besoin de faire les choses pour visualiser. Exemple simple, mais super bête, moi le cours magistral, qui est un peu l'ennemi de tous les étudiants, et moi je pense savoir pourquoi, c'est parce que c'est purement théorique. C'est-à-dire que t'as aucune application dessus, on va te balancer, surtout le pire c'est en mathématiques. En mathématiques, on va te donner des formules de cours comme ça, sorties de nulle part, on va te dire... Voilà, tiens, cadeau, c'est pour toi. Et moi, je sais que si j'ai pas le TD, donc le travaux dirigés derrière, mais... Je m'en fous. Bah déjà, je m'en fous, et en plus, impossible de comprendre, en fait, à quoi ça sert et comment on l'applique. Est-ce que tu dirais que ça manque, justement, de pratique, ta licence ? Bah, moi, par rapport à ce que j'aimerais faire, oui. C'est sûr que je pense que ce serait beaucoup plus sympa d'avoir beaucoup plus d'activités comme ça, dirigées... par des profs plutôt qu'être 200 dans un amphi à écouter juste un prof parler pendant 1h30. Bon. Après, je pense qu'il y en a qui s'en sortent assez bien là-dessus et qui aiment, mais ça explique que voilà, en décembre, à la fin du S1, on est la moitié de l'amphi qui soit parti probablement chez eux en train de dormir. Voilà. Ok. Du coup, pourquoi l'alternance ? Bah parce que là, en travaillant dans l'entreprise, on attaque vraiment la pratique. On sort du coup, c'est une semaine en entreprise, une semaine à la fac, donc en alternant. Et donc, en termes d'avantages, c'est rémunéré, tu pars avec une bonne expérience par rapport aux autres qui ont juste un cursus purement théorique. C'est qu'un an, on est d'accord pour toi ? L'alternance, c'est un an, ouais. Ok. Et après, en partant, si j'arrive à avoir cette L3 sélective, on va dire en gros que j'ai, si je le souhaite, 3 fois plus de chances que les autres d'avoir un master derrière. Parce que j'ai un truc sélectif, donc je serai prioritaire. Ouais. Donc il y a, puis encore une fois, c'est ce que je veux faire, quoi. Relation client, là, on est, je cherche pas à être derrière un ordinateur à faire des calculs toute la journée. Ouais. T'as potentialité de partir à l'étranger ? Oui, ouais, bien sûr. Ouais. En L3 toujours. Ouais, ça te tenterait ou du coup comme là tu vas faire une alternance, j'imagine que l'alternance c'est exclusivement en France. Ouais. Mais du coup pour toi t'en as pas envie de partir à l'étranger là pour l'instant. En vrai, c'est pas que j'en ai pas envie, mais pour moi c'est compliqué.
Parce qu'en termes de langue, enfin du coup j'ai anglais LV1 avec un niveau passable. Voilà, on va dire ça comme ça quoi, suffisant pour avoir des bonnes notes à l'écrit, mais à l'oral on sait que c'est pas la même chose. Voilà, c'est clairement pas pareil. Et j'ai depuis le semestre 1 du coup pris mandarin LV2. Mais du coup pareil, un niveau très loin d'être suffisant pour parler avec des Chinois. Ouais. Du coup, ce serait possible, mais déjà, faut que je vise un pays anglophone, ça c'est sûr. Et après, là, comme ça, faut que je réfléchisse à des envies, mais c'est vrai que je me suis pas trop penché sur la question. Ouais, mais du coup, il y a quand même potentialité pour ceux qui écoutent, en tout cas, de partir à l'étranger si ils vont dans ta licence. Bien sûr, bien sûr. Comment on passe à l'année suivante ? J'imagine qu'il y a des partiels. T'as aussi l'alternance l'année prochaine où il va falloir valider ça avec un tuteur d'alternance, etc. Mais est-ce que t'as des oraux, des trucs particuliers à faire ou pas du tout ? Alors, normalement, l'année, elle est scindée donc du coup en 2 semestres. Pour passer, je vais commencer du plus simple. Pour valider, pour passer à l'année suivante, il suffit d'avoir 10 de moyenne générale. Ok. Voilà, donc du coup... 10 de moyenne donc sur les 2 semestres cumulés, hein, on parle bien. Et si t'as 10, y a pas de souci, tu passes, qu'importe. Même si après, derrière, t'as moi par exemple, pour l'anecdote, l'année dernière en comptabilité, je me suis retrouvé avec un 0,5 de moyenne au semestre 2. Voilà, pas mal quand même. Et j'ai quand même validé assez facilement, concrètement. Ok. En compensant avec les autres, parce que du coup, on est sur un système de blocs. Ça, je sais pas si je vais réussir à bien l'expliquer parce que c'est un peu compliqué. En gros, tu peux tenter. De toute façon, ça fait plusieurs fois, je crois, on l'explique dans le. Donc, au bout d'un moment, les gens, ils vont. Ah, ok, ça y est, c'est bon, je vois. Donc, en gros, les matières sont réunies en blocs. Donc, par exemple, pour faire simple, mathématiques, statistiques, c'est dans le même bloc. Tu vas avoir comptabilité, GRH dans le bloc gestion, et puis macro-micro dans le bloc économie. Voilà, pour faire simple. Et le système du bloc, c'est que du coup, ça te fait une moyenne condensée pour toutes les matières qu'il y a dedans. Et si tu n'as pas 10 à la fin de ton année, donc du coup, tu as la session de rattrapage, évidemment. Et tu as, au lieu de tout repasser ou de repasser que certains trucs, tu repasses ton bloc qui est le plus handicapant. Ouais. Et du coup, ça te fait une toute nouvelle note. C'est-à-dire que vraiment, si... Enfin, moi je trouve ça assez sympathique parce que si un bloc, par exemple, t'es mauvais en économie, si t'as 6 dans ton bloc d'éco et qu'au rattrapage, je sais pas, t'arrives à briller et que t'as 13, bah ta moyenne elle va faire un bon fulgurant du coup. Donc le rattrapage c'est sympa finalement. Bah c'est sûr que c'est une bonne opportunité, hein, faut pas miser là-dessus, hein, je conseille pas, mais c'est sûr que c'est une bonne opportunité. Et du coup, donc pour avoir 10 les sessions d'examen, on a donc 2 contrôles continus. Ouais. Donc qui sont... quand on dit contrôle continu, c'est un peu trompeur parce que du coup, c'est pas au cours de l'année, mais c'est une session, une semaine, 2 fois. Ok. Qui compte pour 25% de la note chacun. Ok. Et le contrôle terminal, le partiel, le fameux, qui compte donc pour 50% à la fin du semestre. Et du coup, est-ce que tu as aussi les travaux dirigés chez toi qui vont compter ? Bah ça va dépendre un petit peu des professeurs. S'ils ont envie de te mettre des notes en travaux dirigés, ils peuvent, mais ce sera jamais... ça va compter pour quelques pourcents, quoi. Y a pas mal de profs qui mettent une note de participation, mais c'est plus pour encourager les élèves à parler qu'autre chose. Au final, tu peux facilement rattraper si t'as une mauvaise note en TD, par exemple. Ah oui. Ah vraiment, si... Bon après... TD travaux dirigés, on rappelle. Voilà. Encore une fois, ça dépend, hein. Il y a des matières où il y a des profs, leur contrôle continu, ils vont demander du coup une note de TD, donc ça peut être un oral, surtout dans les matières de gestion. On se retrouve beaucoup avec ça, une interview à faire sur un professionnel ou sur un domaine particulier. Et donc là, bon, normalement, ils le précisent, mais là, ça peut compter pour 25%, s'ils ont envie, Où est-ce que tu prends le plus de sens dans ce que tu fais ? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce que tu fais ? Dans la licence économie-gestion... je pense que ce que je préfère et ce que je comprends le mieux, donc ce qui a le plus de sens pour moi, ça va être la macroéconomie, parce que c'est, enfin je sais pas, moi c'est pas mathématiquement dur, et je trouve que c'est intéressant. Par rapport aux autres cours que j'ai, je comprends bien le cours, j'ai des profs qui sont passionnés de ça et donc passionnants,
Et c'est vraiment un cours... voilà. Et pour en citer en gestion, je dirais GRH, gestion des ressources humaines. Ça, c'est pareil. C'est en fait tout ce qui est pas mathématique finalement. Hein. Mais c'est pareil. C'est quelque chose qui me parle un petit peu. C'est des notions voilà, que je trouve sympa à aborder. Bon, après, est-ce que je vais continuer là-dessus dans mes études, c'est loin d'être certain, mais en tout cas actuellement, voilà, contrairement à comptabilité où c'est plus compliqué. Ouais. Mais tu verras que si je me trompe, mais j'ai l'impression que là, en te parlant, tu vois, j'ai l'impression que tu préfères dans ton cursus finalement le truc. Je veux dire, je sais pas, ça va être assez grossier, mais les notions sociales et analyser l'humain plutôt que purement les maths, les chiffres, et on a l'impression que t'es plus empathique que juste savoir calculer tel ou tel truc, analyser que temps et temps ça fait ça, donc résulte une donnée. J'ai l'impression en tout cas que ce qui t'intéresse le plus, c'est le côté social. Mais complètement. Ouais. C'est pour ça qu'en L3 je vise les relations clients, puisque moi, voilà, comme je le dis depuis le début, en effet, pour moi le social c'est super important. Ça fait partie un peu de l'entrain et du train de vie. Pour moi, c'est ce qui te donne envie. Pour moi, si t'as pas de relation, c'est un peu... c'est propre à chacun, encore une fois, hein, mais pour moi, la vie sans relation, ça a peu de sens, comme tu disais tout à l'heure. Donc oui, ce que je vais préférer, ça va être vraiment tout ce qui va être communication, relation, que ce soit humaine, client, tout ça. Ouais. Parlant de communication et de parler avec les gens, comment c'est dans l'université par exemple, tout ce côté social, etc. Est-ce que c'est facile de s'intégrer dans ta licence par exemple, par rapport au lycée, collège et tout? C'est moins facile, je dirais, parce que ce qui est bien au collège-lycée, c'est que t'as une classe vraiment propre avec qui tu vas évoluer tout au long de l'année, et puis même c'est... souvent, je veux pas dire de bêtises, mais souvent au lycée... je crois au lycée quand même j'avais 8 classes différentes, mais bon, c'est des gens que souvent que tu connais, tu reconnais, tu les as dans plein de cours, donc c'est vraiment plus simple. Tandis que en licence, par exemple en cours magistral, t'es vraiment un anonyme, quoi. Ouais. Tu t'assois, d'ailleurs tu peux être n'importe qui, tu peux ne même pas venir de la fac, t'asseoir au CM et suivre le cours, c'est vraiment anonyme. Du coup, ça, pour créer du social, c'est râpé. Et après, certes, t'as tes travaux dirigés, mais ça change quand même pas mal parce que je trouve que les étudiants sont plus dans une optique vraiment de travailler, pour la plupart, de travailler et de réussir leur année. Et du coup, c'est moins simple. Puis on pourrait s'attendre, moi je m'attendais à ça, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des soirées d'intégration, des trucs comme ça. Voilà. C'est important. Et je trouve que c'est pas très bien développé. En tout cas, ça c'est propre à mon université, mais... T'es à quelle université Gustave Eiffel. Ok. C'était ta première volonté d'aller à Gustave Eiffel ou c'était... tu préférais aller ailleurs? Je sais pas si on te proposait cette licence ailleurs. C'était du coup dans Parcoursup, c'était la plus abordable que j'ai mis entre guillemets. Mais c'était pas forcément du coup mon premier choix, parce que je pense que si j'avais pu avoir par exemple je sais plus ce que j'ai mis, mais j'ai dû mettre un annexe de la Sorbonne, mais qui était quand même assez sélectif. Bon, ça aurait été en tout cas j'aurais préféré. Est-ce que ça aurait été mieux? Je ne saurais pas. Mais j'aurais préféré. Mais maintenant, c'est vrai que cette fac, elle est bien dans le sens où elle est énorme. C'est vraiment Noisy-Champs, c'est un peu la zone périurbaine. Du coup, il y a vraiment énormément d'espace. La fac en elle-même est super grande, accueille quasiment toutes les spécialités que tu peux avoir, quoi. Tu vas avoir des médecines, des histoires, des cinémas, il y a tout dans la fac. Et elle propose un choix de masters qui sont reconnus et qui sont importants, en fait. Et donc, c'est quand même... un avantage, on va dire, de faire sa licence là, puisque encore une fois, tout est question d'être prioritaire, hein, mais on sait maintenant que les places en master se font chères. C'est pas pour tout le monde, donc si on vit ça, c'est que sur ce point de vue là, c'est une bonne fac, quand même. Ok. Et est-ce que t'avais fait les portes ouvertes dedans avant? Pas du tout. Comment t'avais fait pour te renseigner? Tu t'es renseigné que sur internet ou... Totalement. Franchement, c'est juste, de toute façon, les critères sur Parcoursup, moi en tout cas mes critères à moi, c'était ce que je voulais faire et la localisation.
Cette fac, elle est sur le RER A, donc c'est quand même assez simple d'accès, on va dire. Et franchement, comme il y a plein de cursus, en fait, cette fac, je l'avais aussi demandé en histoire, du coup. J'ai demandé en histoire et en éco. Et c'est vrai qu'elle revient pas mal de fois et elle est pas si mal notée quand tu te renseignes un minimum, donc... Ok, on en a rapidement parlé, mais est-ce que tu veux parler un peu plus des débouchés à la fin de cette licence? Est-ce que les gens vont direct travailler dans quelque chose après, par exemple, tu vois, ton alternance, si par exemple toi on te propose à la fin de l'alternance un CDI ou un truc, est-ce que t'y vas? Ou est-ce que ça part sur un master, on continue même si les places sont chères? Comment ça se passe? Ouais, là, c'est pas simple de répondre généralement à cette question, parce qu'en effet, t'as plein de choix qui s'offrent à toi. Déjà, du point de vue de la formation, en effet, soit tu t'arrêtes à ta L3, parce que du coup, donc il y a 2 diplômes. Tu reçois un diplôme à la fin de ta L3 et un diplôme à la fin de ton Master 2. Donc au maximum, t'as 5 ans d'études. Ouais. Maintenant, il y en a qui vont choisir d'arrêter au premier diplôme, donc à la fin de la L3, parce que par choix, on va dire, entre guillemets, parce que trop théorique et tout, qu'ils ont trouvé un bon emploi qui leur convient pour le moment. Soit par nécessité, puisqu'ils n'auront pas eu un master qu'ils voulaient. Moi, je conseille quand même de tenter le master. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, de toute façon, la société... on va tous chercher plus de connaissances et de capacités. Je sais pas le terme qui me vient comme ça, mais... Non, mais d'expérience. Voilà, d'expérience, exactement. Et du coup, un master 2... En tout cas, si on vise des postes importants, c'est très fortement recommandé. Enfin, nous, de toute façon, on nous le dit, ça me fait un petit peu rire, mais vraiment, il y a certains profs de CM qui nous appellent, qui nous voient devenir cadres, en fait. Nous, notre formation, ils aspirent à ce qu'on devienne des cadres. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Et ça, pour être cadre, t'es obligé d'avoir un master. Une belle peinture. Obligatoire. Donc ça dépend voilà, de ce que tu veux faire. Mais moi, je conseille le master, fortement. Ok. Et du coup, c'est quoi le profil type pour toi, hein? C'est quoi le profil type qui pourrait rentrer dans ta licence? Est-ce que tu veux nous dire les principales qualités qu'on devrait avoir? Je vais revenir sur ça parce que je pense que c'est le plus important. Parce que moi, quand je suis rentré, je m'attendais pas à avoir une majeure aussi importante du point de vue mathématique, statistique. Donc je pense qu'il faut aimer un minimum ça. Voilà. Parce que le piège, c'est qu'au lycée, l'économie sociale, du coup, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, on aborde très très peu les maths, en fait. Il y a beaucoup de social, ou alors c'est des calculs très très simples, très très simples. Donc on est vite tenté de se dire ah mais c'est génial, il n'y a pas de maths du tout. Et ça, faut faire très très attention, parce que même l'économie en soi, comme je dis, la microéconomie, c'est purement mathématique, hein, ce qu'on demande. Donc le profil, il faut aimer un minimum les maths. Ça, pour moi, c'est sûr. Vraiment, ne vous lancez pas là-dedans si vous avez arrêté les maths. De toute façon, je pense même pas que vous seriez pris, mais faut aimer un minimum ça. Et puis, je pense que aussi, ça c'est quelque chose que c'est le plus compliqué, entre guillemets, parce que moi-même je ne le fais pas, mais suivre l'actualité, la presse. C'est super important dans un cursus comme ça d'être à jour, entre guillemets, de savoir ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est quand même ce qu'on étudie, quoi. On étudie des phénomènes assez actuels. Là, jusqu'à avant, ils étudiaient beaucoup la crise des subprimes. Nous, maintenant, on va commencer à étudier la crise du Covid. Mais du coup, c'est vraiment des phénomènes super récents, actuels. Et donc, lire la presse, c'est un plus. Voilà. Bon, on va dire, je pense qu'il y a très peu une minorité d'élèves qui vont le faire. Mais c'est clair que c'est un plus. Ouais. Est-ce que si t'avais su qu'il y avait eu plus de maths que ce que tu pensais, est-ce que tu l'aurais fait, cette licence, quand même? C'est une très bonne question. Ah, c'est la question piège. Ouais, c'est pas piège, mais c'est une très très bonne question, parce que c'est vrai que c'est vraiment ce qui m'a dérangé finalement le plus, c'est que quand tu t'y attends pas, ça fait mal quand même de prendre tout ça. Du coup, est-ce que j'aurais pris maintenant théâtre-cinéma à la place de ça?
Je sais pas. Je pense que je l'aurais quand même tenté. Ok. Pour la simple et bonne raison que... Enfin déjà j'ai été poussé par mes parents, mais c'est vrai que... Ah, tes parents ont quand même fait un peu basculer le choix d'aller vers ça. Ouais, en termes de débouchés. Et je pense qu'ils ont complètement raison, et ils ont eu raison, parce que c'est vrai que maintenant, je commence à avoir de plus en plus de contacts, à discuter avec de plus en plus de personnes qui sortent de ces licences théâtre, cinéma, et c'est vrai qu'après... Enfin, tu trouves du travail, c'est pas le souci, mais moi, par rapport à ce que je veux faire, je pense que ça aurait pas matché. Ok. Et tu trouves que t'as peut-être manqué justement de curiosité sur ta licence future ? De recherche ? Ouais. C'est même un grand oui, c'est sûr que j'aurais dû plus me documenter. Maintenant, c'est vrai que c'est fait... Enfin... C'était pendant la période Covid. C'est les années où, je pense, pour un peu tout le monde, en tout cas ceux de ma génération qui étaient comme ça au lycée ou même début de fac, c'est des années où on s'est vachement... Enfin, on a quand même, pour moi, arrêté de travailler pendant presque 2 ans. Et je dis arrêter de travailler parce que... Pour moi, les cours en visio où au bout de 3/4 d'heure, t'allumes ta console à côté, c'est pas travailler. Voilà. Non mais encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, faut dire ce qu'il est. Bon. Non mais forcément, il y a eu plus de gens qui ont lâché que s'ils étaient en classe. C'est exactement ça. Ouais. Tout le monde a lâché, surtout il y avait moins d'entrain à travailler finalement, à réviser tout ça, puisque... Parce qu'il y avait plus de sens finalement d'apprendre quelque chose alors que le monde était à l'arrêt et voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement aux gens qui veulent se renseigner de plus là-dessus, tu vois, que toi tu n'as pas fait forcément ou t'as pas eu l'occasion? Est-ce que tu sais maintenant qu'est-ce que t'aurais fait? Bon, moi, ce que j'ai fait, moi, c'est de toute façon sur Parcoursup, ils te mettent la fiche descriptive de la licence. Ouais. Bon, c'est bien de la lire, mais en vrai, on te parle très rapidement des attendus, tout ça. Bon, c'est pas très détaillé, quoi. Ça te donne le sens vers lequel tu vas aller, mais pour vraiment bien se documenter, de toute façon, aller sur le site de la fac, ça mange pas de pain. Et je sais que maintenant, moi, quand je vais sur le site de Gustave Eiffel, je l'ai fait pour ma L3 du coup, ma L3 sélective pour regarder, et c'est vrai que là c'est quand même beaucoup plus détaillé, on te dit clairement les choses, donc je pense vraiment aller sur le site de la fac ou écouter les podcasts de Clément, évidemment. Mais évidemment, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée finalement. Est-ce que t'as déjà pensé à faire, plutôt que à aller à l'université apprendre l'économie, etc., on sait qu'il y a beaucoup d'écoles là-dessus, économie, commerce, etc. Toi, est-ce que à un moment ça t'a tenté ou pas du tout? C'était pas du tout pour toi et Alors, on parle d'une école de commerce. Ouais. Alors, en fait, l'école de commerce, je pense que ça aurait été beaucoup plus pour moi, parce que pour le coup, là, on parle de pratique. École de commerce, on est plus dans l'action que la démonstration par rapport à la fac. Là, pour le coup, il y a vraiment un esprit de classe où tu vas être un petit peu plus couvé, entre guillemets, par rapport à la fac où tu es en totale autonomie. Et du coup, c'est vrai que moi, je pense que ça aurait été clairement pour moi, ça m'aurait plu. Mais voilà, le prix n'est pas le même. Ça, c'est sûr. Ça, c'est surtout en fait le gros facteur qui fait que, bon... Bah si t'es un étudiant boursier, moi je le suis même pas, mais où t'as tout simplement pas trop les moyens, c'est compliqué. Mais je pense que c'est un cursus, si comme moi vous êtes plus dans la pratique, vous avez envie de faire les choses, de découvrir vraiment par vous-même plutôt qu'on vous l'explique pendant 1h30 à l'oral, faut viser une école de commerce. Si on en a les moyens, je pense que c'est bien. Encore une fois, je l'ai pas fait, hein, mais... Si je peux rajouter un truc, alors ça c'est vraiment... alors c'est pas un avis personnel parce que j'ai pas du tout fait une école de commerce, mais des retours des gens, faut faire gaffe aussi quand vous vous engagez dans une école de commerce, si vous payez à tel prix, qui est des prix assez exorbitants, pour beaucoup en tout cas, de faire attention à quelle école on choisit, encore plus que l'université, puisque l'université ça reste, alors gratuit entre guillemets parce que vous avez quand même les frais d'inscription, mais ça reste relativement peu cher comparé, c'est le moins qu'on puisse dire, comparé à une école de commerce. Donc faire attention aussi parce qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce où
On va pas parler de douille, mais on n'est pas loin, quoi. Donc faut faire attention à ce que vous choisissez. T'as complètement raison. Je sais pas si toi t'as eu ces retours-là d'ailleurs, de gens qui ont fait école de commerce et qui t'ont dit bah c'est pas si ouf quoi pour le prix que j'ai payé. Moi j'ai surtout des profs de licence qui m'ont dit qu'ils ont eu des élèves qui en L3 avaient un dossier pas suffisant on va dire pour passer en master. Ok. Mais qui ont du coup quand même tenté des masters un peu par-ci par-là sans trop se renseigner. Et il a dit de faire super attention parce qu'il y en a qui ont été pris dans des masters dans une école de commerce inconnue. Et c'est vrai qu'ils disent mais en M1 on refait le programme de L2 quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais. Donc du coup oui évidemment qu'il faut faire attention. Mais bon ça encore une fois c'est facile à trouver hein, les bonnes écoles de commerce sur Paris ou même dans il y en a d'autres, il y en a Lyon. Oui, dans tout secteur, ça sur internet, faut regarder rapidement, vous allez très vite voir celles qui sont cotées ou pas. Ouais, ça, y a c'est pas sûr. De souci. C'est sûr. Toi justement, quand tu vas finir ta licence, est-ce que tu vas vouloir continuer potentiellement en master, mais en master en université ou en master en école ? Je pense que, comme je l'ai dit, le grand point fort de ma fac, c'est qu'ils proposent beaucoup de masters et des masters reconnus. Pour le coup, c'est vraiment bien. Du coup, je vois pas l'intérêt d'aller en école. Franchement, si j'arrive à faire une bonne L3, que je vois que ça me plaît la relation client, c'est sûr que je vais essayer de viser un master. Enfin, en tout cas, si la licence me plaît. Ouais. Et j'aurai de toute façon beaucoup plus de chances d'intégrer à Marne-la-Vallée, à Gustave Eiffel, donc je pense que je vais rester en fac. Ok. Ça semble le plus logique. Ok, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus en termes de formation, de comment rentrer et tout ? Est-ce que tu as des petits tips, par exemple, à donner aux auditeurs sur Parcoursup, quoi faire, etc. Je pense qu'il faut pas s'y prendre au dernier moment. Parcoursup, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment quelque chose qui se prépare. Oubliez pas que vous jouez votre avenir, c'est vrai que ça semble un peu bête comme ça, à 17 ans, comme ça, devant ton site, à regarder tes facs où finalement tu comprends pas grand chose, mais vous jouez vraiment votre avenir, donc renseignez-vous, prenez le temps qu'il faut pour faire vos démarches, demandez, n'hésitez pas. Il y a des très bons, je crois que c'est la CIO que ça s'appelle, Centre d'information et d'orientation, quelque chose comme ça. Moi j'en ai un pas très loin de chez moi. Ça, ils sont exceptionnels. Ils sont vraiment axés du coup sur l'orientation des jeunes. Vous pouvez y aller, prendre un rendez-vous, c'est totalement gratuit. Vous posez vos questions et tout. Ils ont plein de brochures, plein de réponses. C'est vraiment des spécialistes. Ouais. Ça, moi, c'est quelque chose, je l'ai fait et pour le coup, ça m'a beaucoup aidé. Ok. Donc ça, je reconseille. D'accord. Mais vraiment, ouais. Le plus gros conseil, c'est de prendre son temps, de bien réfléchir. Et aussi, ne pas avoir peur de mettre beaucoup de choix sur Parcoursup, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. D'accord. Parce que on est vite fait de se dire, ouais, il y a que ces 3 choix-là qui m'intéressent, et puis au final, les 3 vœux sont refusés, et tu te retrouves sans rien avec rien. Ouais. Donc, ne pas hésiter à mettre même plus de 10 vœux, si vous voulez. Comme ça, on retente l'année prochaine au pire. Ouais, puis même, c'est vraiment l'assurance d'avoir quelque chose, quoi. Ne pas se retrouver avec rien, parce que là ça en fait, quoi qu'il arrive, faut dépasser le fait que, bah oui, on le sait, enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs de Parcoursup et du système de sélection, puisque moi j'avais vu que une fille avait mis une recette de gâteau au chocolat sur Parcoursup en termes de lettre de motivation et qu'elle a été prise dans sa formation. Donc, comment vous dire qu'en termes de choix, c'est assez bizarre, on va dire. Donc il faut dépasser le fait que bah oui, le site est nul, le système est plus que claqué, mais bah on a ce qu'on a là pour l'instant, donc il faut dépasser ce côté tant pis. Voilà. Il faut, je pense, essayer en tout cas d'avoir quelque chose et puis de croiser les doigts parce que c'est beaucoup de chance aussi, je pense. Donc voilà. Et ben on a fait le tour en termes de formation, mais maintenant il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat. Il est temps de remplir son CV. Bien. Il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage en 3
3e et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV. Sauf qu'on n'a rien fait à part 4e sur 5 au concours de pétanque à ton camping de la Fosse-sur-Mer. Alors on est là pour savoir comment toi tu as rempli ton CV. On va commencer déjà par le théâtre, puisqu'on en a parlé vraiment au tout début de l'émission. Mais toi, tu fais actuellement du théâtre au conservatoire, ça fait maintenant combien de temps? Alors au conservatoire, j'en suis à ma 4e année. Ouais, et sinon ça fait depuis combien de temps que t'en fais? Et le théâtre, ça fait 10-11 ans. Ouais, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ton quotidien et qui t'a fait grandir aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette discipline, justement, dans ton quotidien? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Le théâtre, c'est sûr, pour la petite histoire, quand j'étais en primaire, j'étais quelqu'un de très réservé, de très timide, qui allait pas forcément vers les autres. Et aujourd'hui, je fais que de répéter que j'adore la relation client et tout, donc c'est sûr que le théâtre, ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément appris à se développer soi-même et à savoir s'exprimer. Au quotidien, voilà, le plus grand des avantages, c'est de pouvoir s'exprimer à l'oral aisément, entre guillemets. Hein. On l'entend. Eh ben, merci. Non, mais c'est vrai que c'est super important dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Et puis voilà, ça développe aussi, je pense, une bonne culture. Voilà, je suis peut-être pas... T'es un maître du savoir. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que comme j'adore ça, du coup, je vais dire que c'est de la bonne culture. Bon, ça va dépendre des gens, quoi. Il y en a qui... On peut y arriver très bien sans théâtre, mais ouais. Les avantages, c'est vraiment, en termes de communication, ça débloque vraiment quelque chose... Ouais, t'apprends toujours des choses en plus, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, l'année dernière, au bout de 10 ans de théâtre, t'as décidé de participer au concours des conservatoires nationaux de France. Est-ce que tu peux expliquer le but de rentrer là-dedans et pourquoi toi tu l'as fait alors que visiblement, par exemple, ta licence, ça te plaît? C'était quoi le but pour toi de rentrer là-dedans? Et à quoi ça sert de rentrer dans ces conservatoires nationaux? Alors, je vais juste reprendre quelque chose que t'as dit. Oui. Ma licence me plaît, c'était moins le cas l'année dernière. Ok. Voilà. Maintenant, l'intérêt de ces conservatoires, c'est que moi, comme ce que j'aime, c'est acter, c'est vraiment jouer, faire la comédie, comme on dit. Il n'y a pas, en fait, sur Parcoursup, il n'y a pas de licence ou d'école qui va te décerner un diplôme valable. Donc, je vais dire, le seul moyen, entre guillemets, c'est d'intégrer un conservatoire reconnu nationalement et qui, du coup, là, te décerne un diplôme de comédien pour entrer sur le marché du travail. Parce que on est quand même sur une discipline qui est très très resserrée, hein, ça fait partie des milieux fermés. Donc du coup, c'est plus compliqué d'y arriver sans passer par les voies évidentes. Ouais, on peut dire qu'une fois que t'es dans le conservatoire national, t'as un petit pied déjà dans le milieu, quoi. Ouais, exactement, c'est sûr. T'es déjà ancré, quoi. Donc du coup, c'est vraiment ça l'objectif pour moi. Puisque si les internautes, je peux dire les internautes, c'est sympa les internautes. Si les internautes ne l'ont pas compris, moi, mon plan A, si je peux dire ça comme ça, c'était de devenir comédien. Ouais. Parce que j'en fais depuis tout petit et que ça me passionne vraiment. Et du coup, cette carte-là des conservatoires, c'était le meilleur moyen d'y parvenir. Maintenant, comment ça se passe et comment ça s'est passé pour moi, c'est beaucoup de préparation. C'est quelque chose... je m'étais jamais, on va dire, autant investi dans quelque chose dans toute ma vie que dans ces conservatoires. On demande, simplement, de préparer des textes et de passer. Vous avez entre 5 et 10 minutes d'audition devant un jury pour passer le premier tour sur un choix de 3 ou 4 scènes selon les conservatoires. Et après, selon les conservatoires, t'as 1 ou 2 tours à passer. Et bon, je tiens à mettre quand même l'accent sur le fait que là c'est très sélectif. Là c'est chaud. Moi je l'ai passé l'année dernière, donc une année où l'année d'avant c'était le Covid, donc il n'y avait pas eu d'entrée. Du coup je me suis retrouvé avec un nombre de participants, je crois au-dessus de 2000, quelque chose... Ouais, 2000 pour combien de places, tu sais? Pour une promotion, c'est moins, c'est moins, 14-15. Ok, ouais. On est sur cet ordre-là. Ouais. Donc du coup... c'est très compliqué. C'est compliqué. Bon, maintenant, nous, on a un très bon exemple de quelqu'un qui a réussi. Oui, effectivement, ouais.
Mais c'est rare, la preuve, puisque Voilà. il y en a beaucoup dans le cours qui ont testé et qui se sont cassés les dents, entre guillemets. Même si il y en a qui vont repasser cette année. Est-ce que tu veux expliquer justement les textes, comment ça se passait pendant l'audition, pendant ce concours? Moi, du coup, j'ai fait le premier tour de 3 conservatoires différents. Donc, l'ENSAD de Lyon, le CNSAD à Paris et l'ETSBA à Bordeaux. Okay. Je dirais que selon les conservatoires, ça a été assez différent. Moi, j'ai commencé par l'ENSAT, qui a été clairement la pire expérience des 3. Ok. Parce que là, je me suis vraiment retrouvé T'as bien commencé, quoi. Ouais. Là, ça m'a mis dedans direct. Ouais. Je me suis vraiment retrouvé face à un jury de marbre, quoi. C'est vraiment... sur 5 personnes, quand je suis rentré dans la salle, j'ai le droit à un bonjour. Ok. Je trouve que c'est... Bon. Enfin, moi, ça me touche moi, mais je trouve que c'est déjà limite. Et après, bah, c'est vraiment... c'est la guerre. Bonjour, à la rigueur, une photo. Je crois que ça dépend, ils le font pas tous. Prends en photo. Ah, ils te prennent en photo? Ouais. Ok. En tout cas, à l'ENSAT de mémoire, ils m'ont pris en photo. Derrière, ils ont la fiche un petit peu que t'as remplie en amont pour postuler et tout, avec des choix de scène. Donc, tiens, on va vous écouter là-dessus. Après, gros blanc. Donc, c'est à toi. Il n'y a pas de top départ ou quoi. C'est à toi. Tu prends place dans l'espace. Tu fais ton truc. Au bout de 2-3 minutes max. Ok, merci. Maintenant, on va vous écouter là-dessus. Pareil, gros blanc. Donc, tu te remets dans l'espace. Tu refais ton truc. Et après, super, merci, au revoir. Voilà. Ok. Donc, ça, c'était pour l'ENSAT. Mais c'est vrai que c'était très robotisé, ouais. C'est waouh, tu ressors de ça, tu te dis, mais t'as aucun moyen de savoir finalement si t'as réussi, si t'as pas réussi, si ça leur a plu, si. Y a rien, y a pas de retour et tout. Pas d'émotion, quoi. Vraiment, un jury de marbre, bon, j'ai trouvé ça très déstabilisant. Est-ce que sur les résultats, ils te disent quand même ce qu'ils en ont pensé ou pas du tout? Il y a que le CNSAD qui fait ça. Ok. Du coup, après, le deuxième que j'ai passé, c'est le CNSAD. Bon, là, j'ai eu un public un peu plus... Enfin, un jury. J'avais l'impression plus humain et tout simplement plus concerné par ce que je faisais, quoi, par ce que je présentais. Donc, du coup, bon, après, c'est à peu près la même trame, hein. On me demande toujours, voilà, donc on va vous écouter là-dessus, tu passes ton truc et tout. Au CNSAD, quand même, il te pose une question à la fin de mémoire. Moi, j'avais eu, je crois, pourquoi ce choix de texte, je crois que c'était ça la question et tout, donc là c'est quand même c'est important cette question, hein. Faut pas se foirer parce que si tu réponds à côté de la plaque ou un truc que tu vois que, enfin ils voient que c'est pas préparé ou ça n'a pas de sens, c'est important. Mais du coup bon là c'était bien, et moi du coup j'ai fini avec l'ETSBA, donc en me déplaçant à Bordeaux, et là ça a été une très bonne expérience. Ok. Déjà parce que j'ai pu passer tous mes textes, que j'avais un jury vraiment avec qui presque tu pouvais discuter, quoi. Au début on a presque limite un petit peu discuté, ils m'ont demandé un petit peu sur moi et tout, et je trouvais que là pour le coup c'était vraiment sympa, quoi. D'accord. Et donc à la fin tu as tes résultats et malheureusement t'as pas été pris du coup. Comment ça t'a impacté ça? Est-ce que c'est pas la plus grosse déception envers toi-même? Bah là, ouais, en effet, comme j'ai dit, c'était vraiment quelque chose dans lequel je me suis énormément investi. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et du coup, même quand tu connais les quotas, quand tu sais qu'il y en a très peu qui passent, prendre trois noms, voilà, ça fait jamais plaisir. C'est clair. Comment ça m'a impacté? Au point de vue de la fac, c'est là que ça a été compliqué, parce que du coup, pour donner une idée, j'ai passé les concours en février. Ouais. Du coup, c'était le début du semestre 2. Ok, donc t'as dû sécher entre guillemets des cours pour c'est ça. J'ai été beaucoup moins attentif et je me suis beaucoup moins investi à la fac pendant ce S2. Et après les résultats, on va dire que moralement, ça m'a un petit peu sapé l'envie, voilà, sans parler de dépression tout de suite, ça m'a sapé l'envie de faire les choses tout simplement, voilà. Ouais. J'allais à la fac, mais là vraiment pour la première fois, j'étais pas heureux d'y aller, quoi. J'y allais, mais... Ouais, t'étais en train de digérer déjà une défaite, entre guillemets, de... Bah c'est sûr que c'est dur quand on s'investit dans quelque chose... et que ça réussit pas, il y a toujours un temps de remise en question, finalement, voilà.
Mais bon. Est-ce que ça a eu un impact aussi le fait que par exemple il y en a un du cours qui a réussi et pas toi, et est-ce que par exemple tu vois d'autres gens pas réussir et tu te dis finalement je suis pas tout seul dans la galère, je suis pas seul à ne pas avoir réussi? Est-ce que ça t'a rassuré en même temps, ce truc là? Non, parce que après chacun pose comme il veut, mais moi je pense que c'est pas bien de se rassurer entre guillemets. C'est comme si tu me demandes, t'as un contrôle, tu te tapes un 3 et tu te dis ah mais ouais mais ça va, mon pote il a 3 aussi. Non, moi, ça me rassure. Bon voilà, tu vois, c'est chacun, mais non, moi j'essaye de voir le mec qui a eu 18 et il y a un moment, c'est sûr, bravo à Nils du coup d'avoir réussi. Franchement, je dois dire que j'étais fier, on en a pas mal parlé tous les deux en plus derrière. Mais ouais, pour moi je suis obligé de me comparer un petit peu à lui et de me dire voilà, il a fait ça mieux que moi, comme en plus je l'ai vu travailler, pour le coup je suis face à quelqu'un qui a réussi, et c'est sûr de se dire que voilà, je dois faire mieux pour y parvenir, et c'est aussi la raison pour laquelle je vais pas repasser les concours cette année. Ok. Est-ce que t'as réussi du coup à analyser qu'est-ce qui n'a pas été pour toi? C'est là où c'est super dur, parce que comme on n'a pas vraiment de retour du jury, qu'est-ce qui a pas été, ça peut être plein de choses. En fait, c'est là où c'est cruel, c'est que tu peux pas savoir si ça se trouve. Il y a pour l'ENSAT, je m'y attendais un petit peu plus, mais par exemple pour l'ETSPA, où ça s'est super bien passé et tout. Ouais. Si ça se trouve, sur les 14 qu'ils ont pris, sur la liste d'attente, genre j'étais 20 ou 25e, quoi. Et je le saurais pas. T'es pas loin. Ça se trouve. Ou alors t'es très loin, ils t'ont juste. Ou alors ça se trouve, non, ils m'ont rien dit. Ou alors ça se trouve, oui, j'étais 200. Ton ressenti était pas bon, et voilà. Ouais. Mais du coup, non, c'est très dur de savoir ce qui a pas été, ce qu'il faudrait améliorer. Moi, je sais qu'en termes de ressenti, à l'ENSAT et au CNSAD, moi, j'étais pas satisfait de ce que j'ai montré. Maintenant, à l'ETSBA, honnêtement, j'aurais rien changé à ce que j'ai fait. Voilà, j'ai tout passé, j'ai vraiment tout donné, et je trouve que moi, pour ma part, ça s'est super bien passé. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'il faudrait changer, ça, c'est dur de savoir. C'est le temps, peut-être. La maturité et tout, du travail. Et pourquoi justement tu prends un an pour refaire ces concours? C'est exactement pour cette raison, c'est que je pense que actuellement j'ai pas le niveau ou la maturité, ça va un petit peu ensemble, pour réussir, pour passer. Donc je préfère travailler, voilà, en continuant au conservatoire cette année, tranquillement, continuer de travailler, de voir, de découvrir de nouvelles choses, pour peut-être retenter soit l'année prochaine, soit dans 2 ans, et espérer en tout cas peut-être même passer un tour, quoi, faire de meilleurs résultats. Je pense que cette année, si je refaisais les choses, ça donnerait la même chose que l'an passé. Ok. Et quand toi, tu dis que l'acting c'est que ce qui te plaît, t'as pas une autre idée de ce que tu pourrais faire dans le milieu théâtral comme métier? Ça te tente pas, quoi? J'ai fait un petit peu de scénario, d'écriture, tout ça, mais c'est plus par loisir, quoi. J'ai jamais été accompagné là-dedans. J'ai déjà essayé d'écrire des petites pièces ou même des débuts de romans et tout, mais c'est pas quelque chose qui me passionne, parce que je sais que j'ai jamais fini un ouvrage que j'avais commencé, quoi. Ouvrage, c'est un grand mot, mais... Oui, non, mais un essai. Voilà. Ok. Bon, on va conclure cet arc théâtral. En termes purement, pour compléter ton CV, en termes purement de travail, t'as fait quelques jobs étudiants. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'était et ce que ça t'a apporté, que ce soit sur ton CV ou dans la vie de tous les jours? Ouais, bien sûr. Du coup, c'est cet été, c'est assez récent. En même temps, j'ai 19 ans, j'avais 18 ans jusqu'en août, mais du coup, cet été, j'ai fait 2 jobs assez différents. J'ai commencé en avril le métier de runner. Donc, pour expliquer rapidement, runner, en gros, c'est du service en restauration, sauf que tu fais pas la partie service. Ok. Donc en gros, c'est purement, ça va être débarrasser les tables un petit peu, et surtout débarrasser les tables, puis t'occuper de la propreté du lieu. Tu mets tout en place au début, tu ranges à la ferme, tout ça.
Voilà, mais c'est juste, nous on travaillait dans un bar, en gros, où les gens allaient se servir directement, donc pas de service, quoi. Mais du coup, c'est très relation client, très tu discutes, t'es là à faire des tours autour des tables pour voir si tout se passe bien et tout. Et par contre, bon, c'est assez endurant, quoi. Vraiment, faut tenir les 13 heures de journée, surtout ça, au début. Ouais, c'est assez endurant. C'est un rythme à choper, quoi. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté Bon, en vrai, pour le coup, surtout de l'expérience, je dirais. Puis quelque chose à mettre dans le CV, en effet. Parce que, c'est vraiment ce que j'appelle un job étudiant, quoi. Il n'y a pas de capacité requise. Ils prennent pratiquement n'importe qui. Après, si ça se passe mal, voilà. Mais c'est vraiment un job... où juste tu t'amuses, quoi. Tu discutes avec les clients et tout. En plus, l'ambiance, moi, à mon bar était très sympa, très chill, donc j'en garde vraiment des très bons souvenirs. Je suis vraiment éclaté. Et après, en août, donc tout le mois d'août, j'ai passé mon BAFA pratique. Ouais. Donc j'avais fait la session théorique en juin, je crois. Donc en août, pendant un mois, donc j'ai été animateur en centre de loisirs. Okay. Voilà. Pareil, donc il y avait la relation encore une fois. Ouais, mais là c'est très différent, parce que là on est sur de la relation avec des enfants, et c'est... Hors contexte, c'est très chelou cette phrase, mais... Ouais, non mais, en étant plus sérieux, je pense que c'est quelque chose de... C'est pas donné à tout le monde, je pense, honnêtement. Moi-même, en fait, je me voyais pas trop, parce que ça demande une patience énorme de travailler avec des enfants. Concrètement, s'ils ont envie, pour parler cru, de te faire chier, ils n'auront aucun scrupule. Donc, faut être patient, faut savoir quelque part se faire respecter et se faire aimer, parce que voilà, on est là pour que les enfants passent un bon moment. Donc, ce que je pense là, ça m'a vraiment appris à canaliser les émotions, à travailler en équipe, parce qu'on est une équipe d'animateurs, donc ça c'est très important. Remarque Runner aussi, on était une équipe, je l'ai pas dit, mais... Donc vraiment travail d'équipe, patience, savoir gérer ses émotions, tout ça. Et pareil, ça s'est super bien se passer, même en tant que stagiaire, j'ai pas rencontré trop de difficultés, donc j'en garde encore de très bons souvenirs, franchement, c'était... Ok. Comment t'as trouvé tous ces jobs, du coup t'as juste vu des annonces quand tu passais dans la rue, ou comment ça se passe? Alors, pour mon job de runner... Ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est un bar qui est à côté de chez moi, donc qui a ouvert il y a pas si longtemps que ça. Donc juste, c'est vraiment mes parents, en allant déjeuner un coup là-bas, qui ont entendu « Ah, mais ils cherchent des jeunes et tout, ça remonte à mes oreilles. » Boum, ni une ni deux, je vais déposer mon CV. J'ai été appelé le soir même, rendez-vous. Parfait. Entretien, entre grosses guillemets, 2 jours après, et puis c'était bon, quoi. Ok. Donc ça, ça s'est fait du bouche à oreille assez facilement. Et pour le BAFA, j'ai la chance, et ma ville propose en gros une aide financière, et même pour trouver, même pour trouver les choses au BAFA. Donc du coup j'ai passé la partie théorique avec l'organisme de ma ville, et pour le pratique, une fois que j'avais validé mon théorique, juste j'ai eu à les appeler, ils m'ont dit « Ah bah tiens, sur la session d'août on a une place ici, est-ce que ça te convient ?» Oui, hop, boum. Plié. Parfait. Donc c'est sûr qu'en termes de démarche pour trouver tout ça, ça s'est fait naturellement et super facilement. Donc ça c'est bien, j'ai pas eu à trop chercher. Trop bien. Et est-ce que t'as ressenti des problématiques quand t'es rentré dans le monde pro? Pas du tout. Ouais. Tu t'es adapté tranquillement? Pas du tout, mais aussi parce que comme je l'ai dit, le bar où je travaillais c'était super cool. Ils travaillaient avec des enfants. Même s'il y a beaucoup de responsabilités, parce que là pour le coup on est responsable d'un groupe d'enfants, c'est aussi, c'est de l'amusement, s'amuser avec les enfants et tout, c'est des métiers très chill, quoi. On est loin du costard-cravate, quoi. Ouais. On a fait le tour de ton CV, on a bien taffé, il est l'heure d'aller à l'après-travail. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Hadès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie.
Alors, l'après-travail ou l'after-work, pour les plus anglo-saxons d'entre nous, c'est un moment après la journée où ta pote vient t'embarquer pour boire un verre et tu commences le lendemain à 7h du matin. C'est pas vraiment la bonne idée, mais t'y vas quand même. Donc, pour commencer cet après-travail, je voulais parler des points positifs sur toute ton expérience, de ton cursus. Qu'est-ce que tu retiens en termes de points positifs ? Mais pas forcément le cursus, mais tu vois, ce que t'as fait au conservatoire, tes concours, de tout ce qu'on a parlé là, tu retiens quoi de positif ? Il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, comme tu m'as mené là-dessus, sur le théâtre, le théâtre c'est ma passion, voilà, même s'il y a eu un instant de doute, on peut le dire, et de remise en question, je sais que ça restera, ça fera toujours partie de mon quotidien. Qu'est-ce que ça m'a apporté de positif ? C'est surtout de l'expérience, voilà, de se dire je l'ai fait, j'ai passé à 18 ans les concours nationaux, voilà, et ça donne une expérience pour les prochaines fois, que je serai moins déstabilisé, on va dire. Et voilà, toute expérience est bonne à prendre, ça c'est sûr. Maintenant, la fac, qu'est-ce que ça m'apporte de positif ? Je dirais que à la fac, tu développes vraiment des manières de travailler. Et ça, c'est différent à tout le monde. Mais quand t'es en totale autonomie comme ça, t'es obligé de te débrouiller, entre guillemets, soit tout seul, soit en groupe. Moi, je privilégie le travail de groupe. J'ai réussi à avoir une bonne bande de potes de fac avec lesquels on travaille ensemble et ça se passe extrêmement bien. Et ça, cool. je conseille d'ailleurs aux internautes qui nous écoutent d'avoir des amis. Oui, c'est très important et ça aide énormément. Enfin, moi, ça m'aide énormément. Donc, pour la fac, vraiment, ce qui me vient, c'est une méthode de travail, vraiment. Ouais. T'acquiers ça, puis des connaissances, hein, toujours, encore et toujours. Et pour... j'en ai déjà un petit peu parlé, mais pour les jobs que j'ai pu avoir cet été, vraiment, je dirais le plus gros, c'est le travail d'équipe. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, je pense... moi, venant du milieu du théâtre, c'est vrai que je suis habitué à travailler en troupe, mais le travail de groupe, c'est pas forcément quelque chose qu'on a, ni même... même à l'université, tu travailles pas. Au collège-lycée, voilà, il y a quelques exposés, des fois, TPE. Mais... Moi, je sais pas si t'avais ça, TPE. Non, j'ai pas eu ça, mais voilà, oui, quelques exposés à la rigueur où tu fais du travail de groupe, mais sinon, c'est pas quelque chose qui est valorisé. Donc là, du coup, les jobs, c'est sûr que là, t'es en équipe et tu peux pas faire autrement. Ok. Pour revenir justement à ton bilan et tout, est-ce qu'il y a eu des moments où ça t'a marqué, il y a eu un moment marquant qui t'a rendu fier et tu t'es dit, ce moment-là, je l'oublierai jamais? En vrai, c'est ma rentrée dans le conservatoire. Parce que du coup, actuellement, on est en conservatoire avec Clément. Et c'est vrai que ça reste une audition, quoi. On est loin des conservatoires nationaux, évidemment. Mais c'est vrai que d'avoir été pris du premier coup comme ça, du haut de mes 15 ans à l'époque, ça a été une grande fierté. Parce que là, j'ai eu l'impression d'avancer dans ma vie, en tout cas. Donc là, c'est ça qui me vient, parce que c'est... Après des événements où... Encore une fois, quand j'ai été pris à la fac, ça n'a pas été une joie non plus extrême. Pour moi, je m'y attendais quand même globalement, parce que avec 14-1 au bac, c'est quand même un bon dossier, quoi. Ouais. Donc ça, je m'y attendais pas. Mais ouais, si je dois noter un événement marquant, c'est vraiment ça. On a parlé des points positifs. Est-ce que tu as des points négatifs aussi à refaire sortir, même si on en a un peu parlé de temps en temps? Mais les gros points négatifs que tu voudrais relever? Je pense... on en a déjà parlé, mais vraiment le fait de ne pas m'être assez informé sur les attendus de mes formations. Ça, j'y reviens, mais vraiment Parcoursup, pas hésiter à s'y prendre à l'avance. Moi, je l'ai pas fait suffisamment, ou j'ai un petit peu fait ça en mode one life, comme on dit. Du coup, je pense que ça, si c'était à refaire, je referais différemment. Après, quoi d'autre? Ça, c'est compliqué de faire autrement, mais le fait d'avoir un petit peu... d'être un petit peu passé à côté de ma L1, même si c'était une période où j'aimais pas trop ça et que j'avais pris un coup au moral. Pourquoi justement t'aimais pas ça? Parce que... à cause des maths ou à cause d'autre chose? C'était vraiment une dominance maths et économique pure qui était qu'aujourd'hui je commence à apprendre à... Je dirais pas apprécier, mais en tout cas à plus maîtriser, donc je prends
Enfin, je suis pas largué, quoi. Pas dire que je prends du plaisir non plus, mais je suis pas largué. C'est quand même plus plaisant. Mais du coup, ouais, je suis un petit peu passé à côté de ma L1 et c'est vrai que dans le dossier, maintenant que ça devient un petit peu plus sélectif, se retrouver avec un 11 de moyenne en première année, même si c'est suffisant pour passer, quand tu vises une L3 sélective, tu pars avec un petit désavantage. Ouais. Et à ce moment, passer à côté. Au moment de ta L1, t'as pensé à faire autre chose ou pas? Ah, totalement. Ouais. À me réorienter complètement. Ouais. Justement, je savais pas. Ouais. C'est pour ça que c'est là où j'ai beaucoup, j'en ai déjà parlé, mais été à la CIO ou même au service d'orientation de ma fac, j'ai fait les deux. Je savais pas du tout, et c'est la raison pour laquelle je suis resté en L2 finalement, c'est que même si ça me plaisait pas, j'avais trop peur de repartir dans une L1 et de faire une boucle au final. Du coup, ouais, de repartir dans une L1 et en fait que ça me plaise pas parce que c'est toujours pas ce que je veux faire, et de refaire des L1 comme ça indéfiniment. Voilà, ça dépend des gens. Il y en a qui vont dire vaut mieux essayer jusqu'à trouver le truc qui vous plaît au final. Mais moi, ça me fait peur. Voilà, de faire ça, honnêtement, ça me fait peur de tourner en rond comme ça et de rien faire. Ça, t'as l'impression de stagner si tu refais. Exactement. Puis j'ai eu beaucoup, pour l'anecdote, j'ai eu beaucoup d'amis l'an passé qui ont été déscolarisés, concrètement, au terme de l'année pour différentes raisons, soit parce que ça leur plaisait pas, soit parce que pour ceux qui étaient en prépa, ils travaillaient pas assez. Mais du coup, c'est vrai que ça fait partie de ma peur de voir tous ces amis, du coup, qui pendant 6 mois au cours de l'année n'ont rien fait, quoi. Ou alors pour ceux qui ont réussi à trouver du travail, mais les autres n'ont rien fait, ou ont fait semblant, entre guillemets, d'aller à la fac. Ouais. Ça, moi, ça me faisait extrêmement peur. Comment ils l'ont vécu, d'ailleurs, tu sais, ce fait d'être déscolarisé? Je pense que ça leur a fait peur aussi. Et du coup, ils ont refait Parcoursup, ils ont refait des choses, je pense, un peu mieux, avec plus de recherche. Et du coup, aujourd'hui, pour pratiquement tous, ça se passe en tout cas mieux qu'en première année. Donc, bon. Ça met un coup de stress, en tout cas, de se dire mince, mais les autres avancent et moi je stagne, quoi. Tu dirais que ça a été ça le plus gros moment de doute que t'as vécu, c'était en L1? Ah oui, ouais. Ah, clairement. Mais de toute ma vie, de très loin. Là, vraiment, je me suis dit, mon plan B, filière éco, je me sens pas bien dedans. Le plan A, théâtre, ça veut pas marcher. Qu'est-ce que je fais? Ouais, là, ça a été vraiment un moment. Un petit coup de pendant panique. un bon mois où il y a eu une grosse remise en question. Mais bon, voilà. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux, quand même. Aujourd'hui, ça va mieux. Ouais. Okay. Je vois un petit peu où est-ce que je veux aller, en tout cas. Au moment de ces doutes, justement, qu'est-ce que tu fais? Pas forcément au moment de ces doutes, d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu fais quand ça va pas, ou quand, justement, t'as envie d'aller mieux? Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Moi, quelque chose qui a marché avec moi, mais bon, c'est... Il y a beaucoup de gens, ça c'est l'ennemi de pas mal de gens. Moi, c'était d'aller courir, de faire du sport. Je vais dire ça en général. Moi, c'était la course, mais faire du sport, ça permet vraiment d'évacuer les énergies négatives, de se vider, de faire le vide. Et après ça, je peux vous dire que le nombre de douches que j'ai pris en étant serein après une séance de sport, ça fait vraiment du bien. Du coup... faire du sport, après c'est propre à chacun, hein, mais... Oui, mais toi par contre c'est le sport. Moi ça a été le sport. Ok. Vraiment, j'ai une période où, faut pas le dire trop fort, mais au lieu d'aller en CM, j'allais à la salle. Ça me faisait du bien. Voilà, j'étais mieux à la salle qu'en CM. Voilà. Ok, très bien. Et maintenant, c'est quoi le projet dans 5 ans, dans 1 an où est-ce que tu te vois? Alors, on m'a posé cette question en plus à la fac il y a une semaine, donc c'est bien, là je suis un peu préparé. Yes. Du coup, après ma licence 3, ou peut-être, j'espère, après mon master... Je te parle pas forcément de formation ou de cursus, hein. Je te parle dans la vie en général, mais forcément ça rentre dedans. Mais en tout cas, là, actuellement, comme je suis plus trop, en tout cas cette année, sur la partie théâtre... Si j'arrive à avoir ma L3 et mon master, je vise un métier de community manager. Donc très relation client et un petit peu axé sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors faut savoir que je suis pas quelqu'un qui m'expose beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose que je suis dans la génération, donc forcément je connais un minimum.
Mais alors c'est marrant parce qu'il y a quand même pas mal de community managers, en tout cas ceux que je connaisse, qui sont pareils que toi, ils sont pas très réseaux sociaux. Bah, peut-être que parce qu'ils connaissent ce qu'il y a derrière, Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait de parler des gens à leur place, c'est-à-dire c'est un peu comme toi, quoi. Finalement, faire une interview sur quelqu'un, apprendre à le connaître vis-à-vis de ça et après le présenter. Moi, je pense que présenter les choses, en tout cas, moi, j'arrive assez bien à me présenter et à me vendre, voilà, pour parler économiste. Et du coup, je pense que faire ça pour les autres, c'est quelque chose qui m'irait bien. Ok. Bah, trop bien. Puis c'est un métier d'avenir surtout, quoi. Faut dire, c'est quelque chose qui... ça va. Bah alors on arrive à la fin, mais je voulais savoir si t'avais une petite recommandation culturelle pour nos auditeurs, afin de se plonger plus dans ton quotidien, que ce soit dans ta formation, que ce soit d'ailleurs sur le théâtre ou sur l'économie. Alors, tu peux en avoir plusieurs d'ailleurs. Pour le théâtre, c'est plus simple, mais en vrai, tout livre de théâtre, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous êtes plus dans du classique ou dans du contemporain, il y a plein de bouquins. Enfin, moi, je suis passionné de théâtre, donc j'en aurais plein à dire. Mais par vraiment... exemple, imaginons, j'aime pas le théâtre, mais ça me tente de découvrir, ou alors... Ouais, par exemple, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui aime pas forcément le théâtre, ou qui sait même pas renseigner dessus, qui pense peut-être que c'est un art pas accessible, ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que pour commencer, en effet, si t'as peur de ça, je te conseillerais du contemporain. Parce que c'est vrai que les pièces écrites en vieux français, ça peut être lourd à lire, on va dire, entre guillemets, quand t'es pas habitué. Du coup, avant de partir sur du Molière ou du Racine, des choses comme ça, je pense là actuellement, je dis tout simplement, je suis en train de lire Roberto Zucco de Coltès. Et c'est très simple d'accès, on va dire. C'est vraiment pas dur, c'est pas long. Ça se lit vraiment. C'est pas une pièce en 5 actes comme ça interminable. C'est vraiment pas long, c'est facile d'accès. Ça parle un petit peu d'un tueur en série, donc c'est sympa, quoi. On n'est pas sur des thématiques toujours les mêmes entre guillemets. De l'ancien temps, voilà. Du coup, ça... surtout des pièces contemporaines, qu'importe laquelle, je pense que pour commencer, c'est bien. Après, tu vois si ça te plaît de partir peut-être sur du classique. Maintenant, pour l'économie... Alors, attends, juste si je pouvais rajouter moi ma petite recommandation, parce que je pense que Hugo s'est demandé mais qu'est-ce qu'il fout sur TikTok pendant que je parle. Quel connard. Mais en fait c'était pour voir, je suis un compte TikTok sur le théâtre qui s'appelle Gala au théâtre, et en fait c'est une meuf qui fait des recommandations sur soit des bons plans sur le théâtre, soit vas-y j'ai vu cette pièce et tout, c'est cool. Et par exemple avec elle j'ai appris qu'on pouvait aller à la Comédie Française en dessous de je crois 10 € ou 5 €, je ne sais plus, si le lundi si on arrive 1 heure avant la pièce et tout. Donc en vrai tu as des petits plans comme ça, il y a pas mal de réductions sur le théâtre, donc si les gens ont envie, parce que ça se trouve on se dit le théâtre ça coûte cher ou quoi, mais des fois c'est moins cher que le ciné, et si on est curieux, alors voilà, faut être curieux, et on dit pas que ça va être une révélation et que vous allez vouloir y aller tous les week-ends ou quoi, mais juste une fois, ou même pour un date un peu original, voilà, je vous le conseille, ça peut être pas mal. Voilà, je ne sais pas ce que t'en penses, Hugo, mais moi je trouve qu'on peut donner des conseils comme ça aussi dans ce podcast. Écoute, j'ai pas fait de date au théâtre, mais ma copine est venue moi me voir jouer, et elle avait les étoiles dans les yeux à la fin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est vrai. Bon. Après, la Comédie Française, bon, évidemment, c'est bien, mais c'est pareil. Ils vont jouer des pièces compliquées d'accès. Donc je dirais que c'est déjà pour ceux qui s'y sont un petit peu intéressés. Mais Comédie Française, c'est vrai qu'en termes de qualité-prix, sur Paris, c'est excellent. Ouais, c'est le maximum. Mais forcément, après, il y a aussi d'autres ambiances. C'est-à-dire que la Comédie Française, ça va être plein tout le temps. Et par exemple, dans un petit théâtre où c'est le début d'une pièce et tout, forcément, c'est moins cher. Du coup, vous pouvez vous faire un pari. Ça se trouve, ça va être incroyable. Vous allez découvrir quelque chose. Ou ça se trouve, ça va être turbo nul. Et voilà, quoi. Donc à vous de voir, à vous de faire le pari. Et donc, après, si on veut un petit conseil en économie. Des références culturelles en économie, moi encore une fois je vais pas en avoir beaucoup parce que j'ai rien lu, mais je vais vous dire ce que diraient mes profs de fac. Voilà. Bon, évidemment il y a les gros ouvrages comme Le Capital de Marx,
les études, j'ai même plus son nom, mais les études de Keynes, voilà, les grands économistes. Mais moi, personnellement, je conseille pas, parce que c'est pareil, c'est très difficile d'accès, c'est un jargon économique, faut s'y connaître à fond. Et en plus de ça, c'est pas intéressant à lire. Voilà, purement économique. Mais moi, ce que je conseille pour se lancer dans l'économie un petit peu et comprendre en fait les choses, ça va être des revues journalières comme Alternative économique, tout simplement, qui est une revue, pour le coup, je la lis pas tous les jours, mais ça m'est arrivé d'en lire quelques-unes, et ça c'est bien, c'est facile d'accès, c'est très sérieux, c'est sûr ce qu'ils disent, ça a été vérifié et tout, mais c'est tourné avec de l'humour et tout, donc c'est vraiment sympa. C'est plus léger que si on avait un cours théorique. C'est une bonne manière d'aborder l'économie, je pense. Ok, bah trop bien. Tu peux juste prendre l'article où le titre est le plus aguicheur, et ça c'est simple aussi, ça se lit rapidement. Ok, bah parfait. Alors j'ai une dernière question, mais très sérieuse. On se regarde dans le blanc des yeux. Roulement de tambour. On se regarde dans le blanc des yeux. Et je te pose cette question. Combien de claques pour un poulet pour qu'il cuise? Alors, faudrait... Est-ce que tu sais? En plus, j'ai la vidéo sur mon téléphone, donc je peux tricher. Mais non, là, je vais pas l'avoir. Eh ben, on remettra l'extrait. Par contre, on rigole, mais une vidéo d'un mec qui donne des claques sur un poulet sur YouTube, c'est sûr qu'il y en a une. Ah, ça c'est pour me terminer. Bon bah très bien, bah on a fini, mais je voulais savoir juste, est-ce que tu peux donner tes réseaux sociaux, ou en tout cas un moyen de te contacter si les gens ont des questions? Bien sûr, je vais donner mon Insta, c'est Gogotopie, donc j'ai les plays comme ça, je suis sûr de pas... Ouais, au pire je le mettrai en description, mais comme ça voilà. Où est-ce qu'on voit ça? Voilà, donc Gogotopie sans majuscule, Gotopie. Voilà. Ok, trop bien. Et ça, s'il y a des gens qui m'ajoutent dessus, c'est mon compte privé, il n'y a pas grand monde qui m'ajoute, donc ça, j'accepterai avec plaisir s'il y a des questions. Trop bien. Trop bien. Bon bah voilà, bah Hugo, merci beaucoup d'être venu nous parler de tes études. Tu reviendras pour le master? Mais carrément. C'était chaud. Carrément. Bah ça m'a fait grave plaisir que tu viennes. C'était très cool. Sachant que t'avais un temps très restreint et tout, tu t'es empressé de venir, donc vraiment c'était très. J'ai adoré l'exercice. C'est vrai. Ouais. Merci à toi. Bah, c'est trop super bien. Trop bien, trop cool. Mais merci à vous d'avoir écouté cette émission, j'espère que ça vous a plu. On a essayé de parler avec Hugo de son parcours en entier, dans les grandes largeurs, mais évidemment, si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez le contacter. J'imagine que si vous êtes arrivé jusque-là, bah, c'est que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre une bonne note à ce podcast, ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume. Y a un compte Twitter et Insta du podcast, donc qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Donc comme ça, il y en a pour tout le monde. Je relaye les infos du podcast, le contact d'Hugo par exemple, de ce qu'on a parlé, des différentes recommandations, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère maintenant que tu sais un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Est-ce que j'ai le droit au mot de la fin? Vas-y. Concombre. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un